Salut, salut, ça va? Ça va super et toi? Bah écoute, ça va. Et vous les auditeurs? Non, Christo, on n'est pas sur Twitch là, c'est un podcast. Ah oui, c'est vrai. Vous vous demandez peut-être ce que vous écoutez, qui nous sommes ou encore de quoi nous allons vous parler. Alors pour commencer, je vous propose de nous présenter. Je suis avec Christo. Non, 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 agite pas le bras non plus, il te voit pas. Bon, et moi c'est Lucas. On est tous les deux des étudiants en Master 2 de propriété intellectuelle de l'Université de Nantes et on fait partie du pôle podcast de l'ANEPI. L'ANEPI, c'est l'association nantaise des étudiants en propriété intellectuelle. Alors, le projet du podcast, il a été lancé il y a à peu près 2 ans et ça nous tenait à cœur de le relancer suite à des longs mois d'absence. Ah bon? Pourquoi? Il y a eu une pandémie mondiale, Christophe. D'ailleurs, n'hésitez pas à écouter le tout premier podcast de nos anciens camarades, qui est disponible à la fois sur YouTube et sur Spotify, en tapant simplement le colloque ANEPI. Colloque, ça s'écrit C-O-L-O-C. Notre but premier, c'est de faire connaître la propriété intellectuelle, vous initier aux notions de base, voire vous donner envie d'en faire, d'en découvrir plus. Le but, c'est également de vulgariser de la matière pour la rendre accessible à des personnes qui sont pas forcément averties avec des notions juridiques. Et oui, tout au long de l'année, on va vous parler, vous proposer plusieurs podcasts par mois sur des sujets qui sont divers et variés, autour évidemment de la propriété intellectuelle. Nous recevrons aussi quelques spécialistes de la matière pour approfondir des sujets qu'ils connaissent évidemment bien mieux que nous. Ça a l'air sympa tout ça. Alors, quand on vous dit propriété intellectuelle, sans être juriste spécialisé, en général, les premiers mots qui vous viennent à l'esprit, c'est droit d'auteur, brevet. Alors, néanmoins, on entend souvent les termes de copyright. Alors, est-ce que vous saviez que parler de copyright et de droit d'auteur, c'est en fait énoncer deux notions différentes? Lorsque l'on parle de droit d'auteur, on fait référence à la conception continentale, tandis que lorsque l'on parle de copyright, on fait référence au droit américain ou anglais. Mais en quoi diffèrent ces notions? C'est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Et oui, pour commencer, comment distinguer les deux notions sans en connaître l'histoire? Alors, on sait qu'il y a des auteurs depuis que l'homme existe. Et pour autant, on ne voit pas forcément de traces du droit d'auteur ou du copyright pendant l'Antiquité ou le Moyen Âge. Alors certes, à l'époque romaine, les manuscrits valaient plus cher que les parchemins nus. Et le plagiat était considéré comme du vol. Mais pour autant, aucune trace de ce que l'on appelle aujourd'hui le droit d'auteur. Pourquoi ça, Lucas? Eh bien, tout simplement parce que les œuvres n'existaient pas en beaucoup d'exemplaires. Et l'auteur avait donc un meilleur contrôle sur la circulation de son œuvre. Tout change avec le génie d'un personnage dont vous avez sûrement appris l'existence sur les bancs de l'école. Il s'agit de Gutenberg. En 1450, il a la brillante idée de mettre au point l'imprimerie. Et cette invention va tout changer. La dimension économique de l'exploitation des œuvres vient d'apparaître. Du côté continental, comme partout ailleurs, l'imprimerie a un très grand potentiel économique, mais également politique. Très vite, les imprimeurs vont demander à obtenir un privilège car imprimer coûte cher. Le roi Louis XII y voit un moyen de stimuler l'économie par l'encouragement à la création et d'avoir un contrôle sur les œuvres publiées. Pour cela, il va accorder un privilège aux imprimeurs en 1507. Alors, certains y voient ici un premier droit d'auteur, mais malheureusement, l'auteur n'était pas vraiment au centre du dispositif. Des idées nouvelles apparaissent avec Locke et Rousseau, et une grande querelle naît entre les auteurs et les imprimeurs. Les tensions s'apaiseront grâce à deux facteurs. Ah oui, lesquels? Alors, en premier, on a l'intervention de Beaumarchais, qui en 1777 crée une société de protection des auteurs. D'un autre côté, on a un arrêt réglementaire rendu le 30 août de la même année qui va consacrer le droit des imprimeurs libraires, mais aussi un droit des auteurs, en prenant le soin de les distinguer. Alors, contrairement au droit des libraires, celui des auteurs peut s'analyser en une propriété de droit. Avec la Révolution française arrive l'abolition des privilèges et ce droit il disparaît. Mais le relais est très vite pris par les lois de 1791 consacrant le droit de représentation des auteurs d'œuvres dramatiques et celle de 1793 consacrant le droit de reproduction des écrits en tout genre. Alors, malgré tout, pour réellement parler de droit d'auteur tel qu'on le connaît aujourd'hui, il faudra attendre l'intervention de la jurisprudence
pour voir émerger les droits moraux qui seront codifiés dans la loi de 1957. Du côté outre-marin, la naissance du copyright anglais est liée à la Stationers' Company. C'est une corporation de copistes, d'enlumineurs, de libraires qui naît en 1403. Ensuite, en 1557, Marie Tudor, la reine, leur accorde le privilège général d'impression et d'édition des ouvrages dans tout le royaume, mais également un pouvoir de police sur les œuvres publiées, c'est-à-dire qu'ils seront autorisés à en détruire certaines. Ce droit accordé était par ailleurs perpétuel. Le copyright comme droit de l'auteur sur une œuvre naît réellement avec l'intervention de la reine Anne, qui en 1710 accorde un droit d'impression aux auteurs pour une durée de 14 ans renouvelable. Ainsi, ce droit nouveau permettait une meilleure régulation des marchés en mettant fin au monopole des libraires. Mais il n'y avait pas les Américains aussi? Et si, j'y viens, les Américains, quant à eux, instaurent dans leur constitution une clause de copyright en 1787, donnant le pouvoir au Congrès, je cite, de promouvoir le progrès de la science et des arts utiles, en accordant pour un temps limité aux auteurs le droit exclusif à leurs écrits. Une première loi de 1790 viendra limiter ce droit aux seuls livres et cartes, mais plus tard, d'autres lois viendront, elles, élargir le champ d'application. On peut donc constater que l'émergence du droit d'auteur, comme celui du copyright, se situe dans la même période historique. Mais pour autant, leurs motivations, elles, n'apparaissent pas tout à fait pareilles. En droit d'auteur, l'idée de base, c'est que l'œuvre est une création de l'auteur, elle n'existerait pas sans lui. C'est donc un droit qui se construit en regardant, en pensant, en protégeant l'origine de l'œuvre, c'est-à-dire l'auteur. Son but est d'offrir la meilleure protection possible à cette partie, sans laquelle rien ne serait possible. Alors, cette façon de penser n'est pas vraiment celle qui guide le copyright. Ce droit s'est construit dans le sens de l'intérêt du public. Il est centré sur la destination de l'œuvre. Pour le dire autrement, ce qu'on veut, c'est faciliter l'accès aux œuvres à tout prix, ainsi que leur création. Ce droit est à la faveur de celles et ceux qui permettent la communication de l'œuvre au public, c'est-à-dire les exploitants. Donc les motivations de ces deux modèles sont différentes. On utilise d'ailleurs des termes distincts pour les qualifier. Le droit d'auteur est dit humaniste, car il s'intéresse en premier à la personne de l'auteur, alors que le copyright, lui, est dit utilitariste, car il s'intéresse à l'utilité de l'œuvre, voire à l'intérêt des exploitants. Alors, vous vous en doutez, deux systèmes avec des histoires différentes, des motivations différentes, au final, on va avoir deux droits différents. Leurs conditions d'application ne sont pas exactement les mêmes, la protection qu'ils offrent non plus, ou encore les personnes qui visent. Le droit d'auteur français, par exemple, il ne nécessite aucune formalité pour faire effet. Il naît lors de la création de l'œuvre. On n'a pas vraiment de titre de droit d'auteur. Alors que dans le cas du copyright américain, on va devoir enregistrer auprès d'un office. Ensuite, en droit d'auteur, c'est l'auteur qui se va attribuer tous les droits. Alors qu'avec le copyright, les droits peuvent être attribués à d'autres acteurs directement. Et oui, pour ces deux modèles, on reconnaît des droits patrimoniaux à l'auteur, qui peut, par exemple, signer des contrats d'exploitation sur son œuvre, en échange d'une rémunération. Cependant, le copyright n'accorde que des droits nécessaires à la création et à la diffusion de l'œuvre, c'est-à-dire qu'il y aura peu de droits patrimoniaux, mais beaucoup d'exceptions en faveur des autres acteurs du marché. Les autres acteurs, c'est notamment le producteur, l'employeur ou le client qu'il peut y avoir. Alors que le droit d'auteur, lui, va chercher à protéger l'auteur de ces autres acteurs, en lui octroyant un large panel de droits patrimoniaux et assez peu d'exceptions. De plus, la protection s'arrête ici avec le copyright, alors que le droit d'auteur, lui, offre aussi et surtout des droits moraux à l'auteur. On peut par exemple citer le droit au respect de l'œuvre, qui englobe à la fois le respect de son intégrité et aussi de son esprit. Alors ça, c'est un point important qu'on relève ici, car ces droits sont inaliénables, contrairement aux droits patrimoniaux. Cela signifie que même si l'auteur cède les droits patrimoniaux sur son œuvre, il conserve ses droits moraux. Il ne pourra jamais les transmettre. Et c'est la conséquence directe de l'axe humaniste suivi par le droit d'auteur. On a une protection renforcée de la personnalité de l'auteur. Alors pour finir, nuançons la distinction qu'on a fait entre ces deux systèmes de droit en abordant le courant actuel, qui est plus un courant de rapprochement entre eux. Le droit d'auteur, dans son développement, doit prendre en compte l'évolution de la société. Cela passe par plus de considération des intérêts de l'exploitant.
D'ailleurs, la loi française de 1985 image extrêmement bien ce mouvement. C'est elle qui donne naissance au tout premier droit voisin. Droit voisin. Et oui, les droits voisins, ce sont des droits accordés aux auxiliaires de la création, que sont par exemple les artistes-interprètes, les producteurs, les diffuseurs. L'auteur n'est à ce moment-là plus le seul protégé, et cela pour des raisons surtout économiques. Le droit d'auteur s'intéresse aussi et de plus en plus à des problématiques de création et de diffusion des œuvres. Un autre élargissement du droit d'auteur se manifeste par le fait qu'il protège les logiciels. Donc les logiciels sont considérés comme des œuvres aujourd'hui. Alors c'est pas tout à fait en phase avec l'idée originelle de protection de l'auteur d'une création artistique. Puis ce courant est aussi visible dans le langage. On parle désormais beaucoup de consommateurs de contenu et beaucoup moins de public ou d'œuvres. En France, le droit d'auteur est donc à la fois d'inspiration humaniste, mais aussi depuis quelque temps d'inspiration utilitariste. Et cela pourrait constituer une perte de lisibilité de la norme. Ce rapprochement n'est pas une mauvaise chose pour autant, parce qu'on ne peut pas nier que les intérêts des exploitants doivent être considérés. Les exploitants sont de plus en plus importants dans notre société. Seulement, cela doit se faire en gardant à l'esprit que l'idée de base de notre droit d'auteur, l'idée autour de laquelle nous devons construire, c'est que c'est un droit de l'auteur. Écoutez, voilà, c'est la fin de notre premier épisode. Alors, on espère que ça vous aura plu et puis surtout, n'hésitez pas à le partager et à nous faire des retours sur notre page Facebook notamment, qui s'appelle Les podcasts de l'ANEPI, ou aussi bien sûr en commentaire YouTube ou sur tous les réseaux de l'ANEPI. Si jamais vous voulez participer à l'aventure, sachez qu'on recrute, hein, donc il ne faut pas hésiter à nous envoyer vos candidatures, on les regardera avec bienveillance. Et puis voilà, nous vous retrouvons bientôt pour un prochain épisode sur une affaire de plagiat dans le domaine de la musique.